Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile. Voilà. Merci, voilà. On vous attendait. Ah, bonjour. Bonjour. Bon, eh bien, bonjour à tous et à tous. Ben voilà, donc ce petit point presse ce matin, tout simplement pour, alors pas vous annoncer la campagne électorale, hein, puisqu'on l'a déjà fait, plus pour vous dire qu'on a déposé notre candidature de manière officielle lundi, à la préfecture de la Dordogne, et puis vous présenter un petit peu notre projet de campagne électorale, comment on va conduire cette campagne électorale. Je vais quand même revenir un petit peu, effectivement, les motivations d'une candidature commune que nous avons déjà exprimée lors de la dernière invitation où on annonçait notre candidature, qui se confirme et qui se conforte aujourd'hui suite à l'élection présidentielle, qui à la fois a vu en deuxième tour la montée de l'extrême droite, et cette montée de l'extrême droite ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, d'autant que l'annonce du gouvernement de Macron, ultralibéral, je précise, libéral pour le commerce et la finance, à travers son Premier ministre, le ministre de l'économie, a de quoi inquiéter, mais conforte un petit peu les inquiétudes que j'avais déjà formulées. Une satisfaction de voir Yannick Jadot avec un ministère d'État. Nicolas Hulot. Non. Mince, oui, c'est pas Yannick. Ah, dommage. Bon, enfin, donc c'est pas Yannick. Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, mais qu'on soit clair, Nicolas Hulot aura besoin à la fois d'être fort, mais surtout d'être soutenu et d'avoir effectivement à l'Assemblée nationale des soutiens forts, parce que face à ce que je viens de dire, face à une politique très certainement assez libérale qui va être portée par le gouvernement, très clairement, l'écologie aura besoin d'être soutenue. Donc je pense que les candidats écologistes auront toute leur place là-dedans, et je dirais que cet accord que nous avons eu ensemble pour porter cette voix de la gauche et des écologistes, donc une politique à la fois pour une république démocratique, sociale, démocratique, sociale, me paraît importante et solidaire. Nous aurons besoin de porter cette voix et nous aurons besoin d'être nombreux. J'espère que nous aurons la capacité de faire un groupe parlementaire qui permettra d'associer nos forces pour porter cette voix. Voilà. C'est aussi ça que je veux porter pendant cette campagne électorale, et je dirais à l'image de mon mandat. Pour revenir un petit peu quand même sur ce mandat, pendant ce mandat, et ça a été dit lors de mon bilan en novembre 2016, j'ai voulu clairement représenter sans exception tous les citoyennes et les citoyens. Et ça a été reconnu par des élus en novembre
de droite comme de gauche. Je dirais que l'expression du maire du Buisson a été assez forte. Il l'a dit clairement, et, entre autres, bien sûr. Et je crois que c'est quelque chose qui est reconnu sur le terrain. Alors, effectivement, j'ai conduit ce mandat en faisant toujours le lien entre le terrain, entre mes concitoyens que je représente à l'Assemblée nationale et mon travail à l'Assemblée nationale. Je l'ai fait de manière très volontariste, assidue. Donc dans ce journal de campagne qui est qui trace un petit peu ce qui est la direction que je prends pour ce prochain mandat, il s'appuie évidemment sur la continuité de ce que j'ai déjà porté. Mais je veux faire aussi référence à un travail assidu. Je parlais tout à l'heure de notre nouveau Premier ministre. Je crois que des chiffres sont sortis dans la presse sur sa présence à l'Assemblée nationale et sur son travail à l'Assemblée nationale. J'ai entendu effectivement de certains journalistes que la quantité comptait peu, c'était la qualité. Sauf que quand on a fait 0 proposition de loi, 0 rapport, très peu d'amendements portés par lui-même, c'est où la qualité? Et je voudrais savoir quel est le sujet emblématique qu'il a pu porter pour faire du lien et pour l'intérêt général de la nation, quoi. Honnêtement, je le connaissais quasiment pas. Bah, il est maire. Oui, mais voilà, donc le cumul des mandats, par exemple, il s'est opposé à la loi sur le cumul des mandats. Moi, non seulement je l'ai voté, mais on portait des amendements pour aller encore plus loin. Parce que clairement, le mandat de député, c'est un mandat en soi qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de présence, beaucoup d'écoute. Et donc, c'est pas possible d'avoir un autre mandat. Parce qu'effectivement, on est amené à faire un choix. Donc, moi, j'ai fait le choix de représenter mes concitoyennes et mes concitoyens à l'Assemblée nationale. Et c'est ce choix-là que j'ai fait, et donc je m'y tiens. Vous avez remarqué que je ne me suis présentée à aucune autre élection pendant ce mandat. Et donc je m'engage à ne me présenter à aucune autre élection pendant le futur mandat. Et attention, attention, attention. Bon. Excusez-moi. Ça ne tenait qu'à un fil. C'est ça. Donc je me suis engagée je m'engage à ne me présenter à aucun autre mandat pour les prochaines élections. Et comme je l'ai dit précédemment, j'espère être réélue, mais ce sera mon dernier mandat. Je n'en ferai pas d'autre. Tu l'avais déjà dit. Voilà. Mais j'avais déjà dit que oui, je serai candidate à une autre, parce que c'est aussi une façon d'aller vers les citoyens. Enfin, une campagne électorale, c'est un moment effectivement où on porte un projet, où on va bien sûr, on a plus de temps pour aller vers les citoyens pendant la campagne, qui sera très courte, mais c'est un moment privilégié pour le faire, et aussi donc pour aller vers eux et entendre aussi ce qu'ils pensent du travail que j'ai fait. Donc pendant cette campagne, nous allons poursuivre le travail de la même manière. Les lundis de la députée ont été un acte fort, marqueur de cette mandature. Alors ils se sont appelés lundis de la députée au fil du temps. Au début, ça s'appelait pas du tout, ils n'avaient pas, voilà, ils ne s'appelaient pas. C'est devenu les lundis de la députée tout simplement parce que ça s'est toujours passé le lundi. Ces réunions publiques, ces réunions citoyennes qui m'ont permis, quelquefois elles étaient en lien directement avec un texte de loi qui était en débat à l'Assemblée nationale, d'autres fois pas vraiment. C'était plus des rencontres citoyennes, toujours avec des témoignages d'acteurs et d'actrices sur le terrain, en Bergeracois, d'actions qui sont portées pour le bien public,
pour la citoyenneté, pour favoriser le vivre ensemble. Et à partir de ces témoignages, nous avons pu débattre de qu'est-ce qui permettrait, à la fois par la loi et par l'action publique en général, d'améliorer et de faire en sorte que ces actions soient mieux mises en valeur et facilitées par la loi. Donc, j'ai trouvé que cette formule semblait donner satisfaction à mes concitoyennes et concitoyens. Donc j'ai décidé de poursuivre la même méthode pour ma campagne. On va avoir à chaque réunion publique, à chaque rencontre citoyenne, un témoignage de quelqu'un sur le terrain qui va permettre d'ouvrir une discussion. Non pas l'ouvrir sur un thème, mais ouvrir une discussion sur la citoyenneté, la législation, comment on fait le lien entre le territoire et l'Assemblée nationale. C'est comme ça que j'ai voulu porter cette campagne et c'est partagé avec Christophe Catus. Donc en fait, le journal ressemble à ce que seront les réunions de campagne, ces rencontres citoyennes. C'est aussi dire, on est en milieu rural, dans chaque loi, je me suis engagée lors de ce mandat, et donc pour le prochain, de toujours faire le lien entre les besoins de notre milieu rural, toujours veiller quand on met une loi en place, qu'est-ce que ça va produire sur nos territoires qui ont cette spécificité d'une densité, faible, avec des distances importantes, des problématiques de moyens de déplacement qui restent à résoudre. Voilà. Comment on va mettre en place sur le terrain cette loi? Qu'est-ce que ça va donner? Et donc ça m'a amené à apporter des amendements à l'Assemblée nationale qui permettaient de prendre en compte le monde rural. Donc c'est de ça que je fais état dans ce journal. Et puis, en fait, qui met bien évidemment, c'est quoi les problématiques? C'est être capable, au niveau de nos productions locales, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient artisanales, d'innover et de rester en lien avec notre temps. Par exemple, alors je ne sais pas, viendront-ils témoigner ou pas pendant la campagne, tout n'est pas, ça reste, c'est par exemple le WAB, donc qui propose donc des nouvelles formations, mais aussi des nouveaux modes de travail. C'est l'école de Véline avec ce site de coworking. Ma maman m'a dit coworking, je ne comprends pas ce que ça veut dire, donc j'ai écrit autrement, tout simplement espace de travail partagé. C'est le CERADER qui porte un projet donc d'inertage de l'amiante, le CERADER, association qui se bat courageusement depuis plus de 10 ans maintenant pour faire valoir les droits des personnes victimes de l'amiante, qui porte aujourd'hui un projet industriel pour le Bergeracois. Il se trouve qu'on a un site Céveso où on pourrait peut-être, ça reste à étudier bien sûr, mais le pire serait de ne pas l'étudier, donc un projet industriel d'inertage de l'amiante, et je pense que ça peut être une bonne vitrine aussi pour le Bergeracois de dire ici on a les moyens d'enfin enrayer ce fléau, par exemple. Donc ça c'est un exemple. Bon, évidemment les questions du manger local que j'ai porté à l'Assemblée nationale à travers une loi et qui aujourd'hui j'ai la satisfaction. Alors si la loi a été remise en cause par le Conseil constitutionnel, moi la satisfaction que j'ai, en Bergeracois, ça se met en place avec le pays en Bergeracois, mais pas seulement, c'est-à-dire que les élus locaux, ils disent que c'est formidable parce que
Vous nous avez donné cette impulsion, et puis on le fait. Et j'ai eu le témoignage pas plus tard que samedi dernier, et c'était lors des dîners concerts du jazz pourpre du maire de la Monzie qui dit ben, ça fait 1 an qu'on a décidé d'utiliser des produits locaux, on a embauché un cuisinier qui est formidable, qui nous fait des repas formidables et ça nous coûte moins cher. Ouf, ça fait du bien d'entendre ça. Ça nous coûte moins cher, les enfants sont contents, les parents sont contents, tout se passe bien et on se demande pourquoi on ne l'a pas fait avant. Voilà. Donc, j'ai au moins cette satisfaction de l'avoir impulsé, mais pas seulement en bergeracois. Je disais hier soir, lors de ma réunion de campagne, ici avec l'équipe de campagne, je refuse. Pour cette campagne, j'aurais pu passer mon temps à aller intervenir. J'ai été sollicitée à Poitiers, j'ai été sollicitée à Montpellier, je pourrais aller faire campagne ailleurs, clairement. On me demande d'intervenir sur ce sujet. Je ne peux pas le faire. Je fais ma campagne ici, bien sûr. Donc voilà. Campagne locale. Voilà, bien sûr, c'est une campagne locale. J'irai rencontrer, ben voilà, on ira à Faux sur le site photovoltaïque, parce que produire notre énergie, on le fait à Faux. Il y a un beau projet à Faux. Il y en a plein d'autres qui peuvent surgir. Et on a aussi une énergie bois qui est très peu exploitée. On a des industries qui ne demandent que à se développer autour de cette production d'énergie et de réduction d'énergie, entre autres par rapport au logement. Je rencontre l'ACAPEB la semaine prochaine, où ils invitent les élus autour de l'ACAPEB, ce sont les entrepreneurs du bâtiment. Et croyez-moi, ils sont vraiment en attente par rapport à tout ce qui peut être économie d'énergie, parce que pour eux c'est du travail. Donc voilà, c'est cette idée que en faisant de l'écologie, on fait aussi de l'économie et du social, parce qu'on crée de l'emploi. Ce faisant, évidemment, on permet à notre économie locale de se reprendre en main, et donc forcément au service public d'être maintenu beaucoup plus facilement. Parce que même si on peut considérer que c'est un droit que les services publics soient maintenus au plus près des citoyens, plus nos territoires se vident et plus c'est difficile. Donc ce qu'il faut, c'est que nos territoires soient vivants. Donc c'est l'école, c'est le maintien à domicile des personnes âgées, c'est les services de santé, les EHPAD, services de soins, la sécurité, gendarmerie, police, la présence de tous partout. C'est ce pourquoi je me suis battue pendant tout ce mandat. Si on regarde sur ce petit document, on reprend les questions au gouvernement que j'ai posées, les sujets, les thèmes, collectivité locale, réforme territoriale, effectivement, suite d'ailleurs à une réunion un peu difficile avec l'association des maires ruraux de France, donc en Dordogne, sur le sujet des petites entreprises, la responsabilité sociale et environnementale. Une question sur le commissariat de police de Bergerac, dont je suis assez fière puisque ça a permis de déboucher sur un projet qui a vu le jour et nous avons inauguré le nouveau commissariat de police il y a quelques mois. Question sur la santé, les déserts médicaux, la question sur les vaccins, entre autres avec le problème de l'aluminium dans les vaccins. Question sur le centre hospitalier de Vauclair, où malheureusement là je crois qu'on est toujours, problème toujours d'actualité. Question sur l'agriculture, les épandages aériens, ça a été un de mes premiers combats. Les OGM, grippe aviaire, foncier agricole, et récemment, en ce moment même, un courrier que j'adresse au nouveau ministre de l'Agriculture concernant les calamités agricoles que nous venons de vivre, pour l'alerter sur le sujet, et la grippe aviaire. Enfin, sur les questions des droits humains, les migrants, les politiques internationales, le TAFTA, la question du Proche-Orient, Palestine, Iran, j'ai entendu encore ce matin, ben oui, on est en élection en Iran, et ce que j'ai entendu m'a un peu froissé, parce que la seule chose
qu'on trouvait à dire sur le président actuel, c'est qu'il n'a pas relevé l'économie. Malheureusement, il n'y a pas que ça. Les droits humains n'ont pas beaucoup avancé en Iran. Donc ce sont des combats sur lesquels je me suis engagée tout au long du mandat et bien évidemment que je poursuivrai. Donc voilà, et c'est de tout ça que nous allons parler pendant cette campagne très courte. Au cours des réunions, évidemment, 2 visites sur le terrain, puisqu'elles vont être étayées, 2 visites sur le terrain, aller à la rencontre d'entreprises du territoire, d'exploitation agricole, aussi aller rencontrer j'ai parlé tout à l'heure du projet photovoltaïque à Faux, donc là c'est un projet porté par une collectivité locale, essayer d'avoir des interventions d'élus sur des choses qui ont été mises en place, les maisons de santé par exemple, avec des médecins salariés. Ça m'intéresse de savoir, au bout de quelques mois, ça donne quoi? Est-ce que ça donne satisfaction? Je sais qu'un certain nombre d'élus se posent la question. C'est à Villefranche-de-Longchamp, c'est à Gardone, qui disent, finalement, peut-être que si on met une maison de santé avec des médecins salariés, ça serait la solution. Voilà. Donc, et moi, j'ai envie d'entendre les uns et les autres pour voir vraiment quelles sont les demandes, les besoins. J'ai oublié un volet qui est important sur le territoire, c'est le volet handicap. On a beaucoup de centres médico-sociaux, de centres d'accueil de personnes handicapées mentales en particulier. J'ai visité récemment le site de Gamarex, qui est un site extraordinaire. Et là, j'espère avoir le témoignage de son directeur lors d'une réunion, notamment à Ville-en-Blas. Ça montre à quel point l'économie sociale et solidaire sur nos territoires ruraux a un impact important, impact économique, parce que ce sont 2 ESAT avec de la production, du chiffre d'affaires, des emplois, et puis surtout prendre en compte le fait que dans notre société, il y a des gens qui naissent moins égaux que d'autres. Et donc, quand on est avec un handicap, on a droit à être aidé et soutenu tout au long de sa vie. Et il y a encore beaucoup à faire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tracé l'objet et de ma campagne, et bien sûr de ce à quoi je m'engage pour la future mandature. Donc je vais laisser à Christophe, à nouveau suppléant, quelques mots complémentaires. Quelques mots. Voilà, quelques mots complémentaires, juste pour dire effectivement que nous portons un projet de transformation sociale et de progrès. Que ce soit pour le travail ou le pouvoir d'achat, maintenir l'éducation comme premier budget, c'est important, et notamment il faut absolument qu'il y ait un effort important de fait pour le recrutement d'assistants de la vie scolaire, justement pour les enfants handicapés à l'école. Ça c'est vraiment la lutte contre les déserts médicaux, avec bien entendu toute la question de l'installation des médecins en zone rurale, mais aussi de la médecine salariale, c'est une réelle question aussi. Le soutien à l'autonomie de la jeunesse, cette idée de dotation pour chaque jeune adulte, ou encore bien entendu le développement de tous les territoires. Je voudrais aussi insister sur le fait qu'il faut aussi s'appuyer et valoriser ce qui a été positif durant le quinquennat de François Hollande, que ce soit en termes de justice et de progrès social. Alors bon, je ne veux peut-être pas détailler, mais enfin bon, le retour à la retraite de 60 ans, la prise en compte de la pénibilité, la création du compte personnel d'activité, la garantie jeune, voilà, la création de la complémentaire santé. Le tiers payant généralisé, donc ça c'est des points positifs sur lesquels aussi il faut valoriser, il faut s'appuyer. Ce qui a été fait en termes pour le budget de l'éducation nationale, pour les effectifs de la sécurité publique, tout ce qui a été fait bien sûr aussi pour l'environnement, mais également tout ce qui a été fait en matière d'égalité homme-femme, ou encore en matière de... Quand je dis égalité homme-femme, il faut penser notamment à la parité dans les conseils municipaux, les conseils départementaux, c'était une réforme importante, de même que l'égalité de droit, quelle que soit son orientation sexuelle, avec le mariage pour tous. Voilà, je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur les points positifs du quinquennat de François Hollande.
Deuxième point, je suis également candidat suppléant pour continuer à faire vivre ce tandem. J'ai eu l'occasion souvent de le dire et j'ai jamais changé de discours en affirmant que je reconnaissais en Brigitte une députée présente sur le terrain à l'Assemblée nationale. Vous verrez sur le journal de campagne, il y a une étude qui a été faite par le magazine Capital concernant le travail des députés et qui classe Brigitte 48e sur 577. Enfin, donc je veux dire, ça montre le travail qu'elle a pu faire, bien sûr sur le terrain, mais aussi à l'Assemblée nationale, un travail reconnu par tous. Et puis j'ai eu aussi l'occasion de le dire, mais je le redis, une députée qui écoute, agit, et surtout une députée qui respecte à la fois ses citoyens par le travail, qui respecte également le mandat public et qui favorise le dialogue et les concertations. Et voilà, c'est pour moi des points très importants qui expliquent aussi la raison de ma présence à ses côtés aujourd'hui. Et puis, dernier point, je suis aussi candidat suppléant pour servir un territoire en affirmant qu'il y a une réelle complémentarité entre l'action impulsée par la députée et mes missions en tant que conseiller régional dans le cadre de ce territoire, que ce soit en termes d'emploi, formation professionnelle, économie territoriale, aménagement du territoire. Et voilà, je ne vais pas détailler plus. Je voudrais conclure en vous disant que, en fait, je pense que redonner du sens à l'action publique, c'est avant tout penser collectif, c'est avant tout penser projet de territoire, au-delà des clivages politiques. Et ça, c'est un trait une caractéristique importante du mandat écoulé, c'est-à-dire qu'on regarde le projet, la qualité du projet, avant de regarder qui le porte. Je veux dire par là, au-delà des clivages politiques. Et ça, Brigitte a toujours été attentive et a toujours écouté les porteurs de projets qui se sont présentés à elle, quelle que soit l'étiquette politique. Et ça, c'est reconnu et c'est effectivement important parce que voilà, ça sert l'intérêt général. Et je pense que c'est aussi comme ça que l'on peut faire avancer un territoire. Voilà en quelques mots, je ne vais pas développer, mais si je répondrai bien entendu à vos questions, en quelques mots, les raisons pour lesquelles voilà, je suis suppléant, et c'est le sens profond vraiment du projet de territoire, bienveillant et constructif que nous portons ensemble. Vous dire, donc vous l'avez vu, hein, donc un programme de réunion sur tout le territoire qui est un peu chargé puisque c'est une période très courte et dans laquelle il y a le week-end de l'Ascension où on sait très bien que soit les gens ils reçoivent chez eux, soit ils partent ailleurs, soit ils n'ont pas envie qu'on les embête avec ça. Clairement, et donc c'est une période très très courte, donc des réunions quasiment tous les soirs, donc en dehors de ce fameux week-end de pause, et donc qui sera ponctué au final par un meeting, donc 2-3 jours avant le premier tour. Pour l'instant, on va pas vous dire qui sera là pour le meeting puisque tout ça est en préparation. Ce qu'on peut annoncer aujourd'hui, c'est la venue d'Alain Rousset le 1er juin, donc qui vient spécifiquement soutenir notre campagne. Donc il sera là et vous serez invités pour un point presse, donc ici même à 11 h le 1er juin. Ce sera suivi d'une visite d'entreprise très certainement et de diverses rencontres. Pour l'instant, tout ça est en train de se construire. Donc voilà, mais le point presse, c'est à peu près la seule chose, et ça tombe bien, on peut vous le dire déjà. Voilà.
Je veux rebondir par rapport, ben voilà, le tandem, hein, il y a eu des difficultés, je pense, au niveau de la fédération du PS, il y avait cet accord, on ne touchait pas la deuxième circo, mais les trois autres, c'était soit des candidats socialistes, voilà, ça n'a pas abouti, vous ne craignez pas que ça porte préjudice à cette campagne sur des votes, peut-être qu'ils vont s'éparpiller ou... En tout cas, la position du Parti socialiste national a été claire là-dessus, c'est-à-dire que dans le cadre d'un accord, effectivement, le PS ne permettait pas de candidat dans la seconde circonscription, soutient Brigitte Allain et lui permet d'utiliser les logos. Donc c'est dans le cadre d'un accord national. Et ma présence en tant que suppléant, je l'ai toujours dit, c'est dans le cadre de cet accord. Donc après... J'ajouterai que dans le cadre de cet accord, nous avons proposé dès le départ, qu'il n'y ait pas de candidat sur la troisième circonscription, donc celle du non-trôné. Sachant qu'au moment où on l'a proposé, il y avait un réel risque pour Colette Langlade, dans le sens où il faut se rappeler que M. Ozou avait annoncé sa candidature, très clairement. Donc, aussitôt, c'est quelque chose que nous avions proposé, nous écologistes, en disant, bon, c'est une réelle contravention, parce que, effectivement, déclaration de M. Ozou, disons que ça fragilisait très clairement, donc c'était vraiment... Bon, il se trouve que malheureusement pour M. Ozou, il n'a pas pu poursuivre cette candidature pour des raisons de santé que nous savons, mais il n'empêche que c'est un engagement qui avait été pris, qui donc a été maintenu. Et à cet engagement s'est ajouté l'engagement de ne pas présenter de candidat sur la première circonscription, donc celle de Périgueux. Ce qui est pour les écologistes un effort important, parce que ne pas présenter de candidat, c'est, on sait que le thème de l'écologie, même si on fait confiance à des partenaires qui auraient été des partenaires pour la présidentielle, il n'empêche que ne pas être présent sur la circonscription de Périgueux, c'est quand même un très gros effort qui a été fait. Donc je dirais que là-dessus, voilà, quoi, des efforts ont été faits de part et d'autre. Tu me donnes le hors-d'œuvre, je te donne le dessert, c'est donnant, quoi. Oui, bon, mais voilà, bon, je dirais que donc les choses se sont passées normalement, et ça a été donc entériné par un accord national. Donc voilà, très clairement, je dirais que... D'ailleurs, j'ai l'immense plaisir d'avoir eu la demande de Colette Langlade pour soutenir sa candidature sur sa profession de foi. Donc ce que j'ai fait bien sûr avec beaucoup de... sans aucune arrière-pensée, parce que j'ai vu le travail qu'elle a fait à l'Assemblée nationale. Elle est aussi quelqu'un d'assez assidu. Et vous ne craignez pas, pour reprendre la question, que ça perturbe un petit peu la campagne, du moins l'adhésion de certains élus? Attendez, une campagne pas perturbée, ça ne serait pas intéressant. Je veux dire, une campagne électorale, d'abord, c'est la démocratie. Donc, la démocratie, c'est il y a des candidats. Chaque candidat a ses soutiens de personnes qui vont soutenir sa campagne. Chaque candidat, quand on est candidat, c'est pour gagner. Donc, pour moi, chaque candidat est à prendre au sérieux, parce que tout le monde est là pour aller gagner son élection, tout simplement. Donc, on a l'expérience aussi de la dernière fois, en 2012, où on avait une candidature dissidente du Parti Socialiste, enfin issue du Parti Socialiste. Issue du Parti Socialiste. Voilà, donc c'était, je dirais, des conditions similaires. Ce ne sera pas pire. En tout cas, vous n'avez pas hésité à mettre le logo du PS, alors, contrairement à d'autres candidats par ailleurs. Comment? Vous n'avez pas hésité à rajouter le logo du PS sur vos documents de campagne? Pas du tout. J'ai la lettre de M. Borgel qui me dit clairement que j'ai l'investiture, donc que c'est moi qui ai été choisi par mon parti politique et que dans le cadre de l'accord, j'ai l'investiture, que je peux utiliser le logo du PS, et j'utilise bien évidemment le logo parce que, alors qu'on soit clair, sur les flyers,
qu'on distribuait, qu'on va encore distribuer demain matin, il n'y est pas parce qu'on avait commencé à distribuer avant d'avoir cet accord officiel, confirmé de M. Borgel. Donc, tant qu'on n'en mettait pas un, moi je dis, on ne peut pas mettre celui-ci, on ne mettra pas celui-ci. Voilà. Donc, on a encore un stock de flyers qui sont comme ça, on va les utiliser. Ça a été confirmé. On ne va pas les jeter, n'est-ce pas? Bureau national le lendemain de la présidentielle. Les prochains flyers, bon, on peut les appeler flyers ou tracts d'ailleurs. Voilà. Je peux poser 2 questions? Bien sûr. D'abord, je vous remercie pour l'invitation et surtout pour venir à Canal Pourpre lundi parce qu'on recausera peut-être plus profondément. Mais j'ai 2 questions pour aujourd'hui. C'est premièrement, est-ce que dans les réunions de campagne que vous allez faire, vous souhaitez, et est-ce que vous l'avez fait explicitement, que non seulement les citoyens soient là évidemment, mais vos concurrents éventuels pour cette élection? Est-ce que vous invitez explicitement à venir tous ceux qui seront candidats comme vous, tous ceux et celles? Et ma deuxième question, c'est à propos de votre journal, là, un mot m'étonne, vous dites « je vais défendre l'intérêt général de la nation ». Vous précisez « intérêt général de la nation ». Est-ce que ce mot de « nation » est là, pas pour rien? C'est-à-dire, pourquoi vous insistez là-dessus? Parce que la nation n'appartient pas à un parti politique en particulier, qu'on soit très clair. Oui. C'est une intention précise. Je suis à l'Assemblée nationale d'ailleurs. Hein, donc voilà, on est dans une république démocratique. Quand on est parlementaire à l'Assemblée nationale, on est parlementaire de la nation. Et qu'on soit clair, c'est dans un projet politique que nous souhaitons européen, bien sûr, et certainement dans un projet politique européen qu'on souhaiterait un peu plus bienveillant par rapport à tous les citoyens de notre nation et des autres qui composent l'Europe. D'accord, merci. Voilà. Pour la première question posée, alors non, explicitement, je n'ai pas invité les autres candidats d'abord, parce que les autres candidats, pour le moment, qu'on soit clair, officiellement, je ne les connais pas. Que j'ai eu le programme de certains nombres d'entre eux où chacun fait aussi ses réunions publiques. Et c'est pas un secret ni un scoop, la plupart les fois à peu près à la même heure. Pourquoi on fait des réunions publiques plutôt à 18h? Parce que le constat, c'est que il y a quelques années de ça, quelques générations, on les faisait plutôt à 20h ou 20h30. Aujourd'hui, on voit les gens, pour une grande majorité, quitter le travail vers 17h, 17h30, 18h. Bon, aller à une réunion dans la foulée et puis rentrer chez soi, surtout à cette saison après, voilà, on constate... Vous pourriez faire une réunion plurielle, à plusieurs. Moi, personnellement, j'invite tout le monde, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent venir à mes réunions sont les bienvenus, qu'ils soient candidats ou pas, qu'ils fassent partie de l'opposition ou pas. Moi, franchement, ils sont bienvenus, c'est vraiment pas un souci. J'ai eu, alors c'est différent, hein, mais dans les réunions des lundis de la députée, quelquefois des personnes qui effectivement ne venaient pas que pour faire des congratulations, très clairement. Hein. Donc, mais les personnes sont bienvenues de toute façon. Je ne vais pas envoyer une invitation spécifique aux candidats, parce que il n'y a pas d'invitation spécifique pour qui que ce soit. Il y aura un débat aussi. Ce sont, voilà. La plupart, on suppose après voilà, que la presse, entre autres, va organiser des débats contradictoires. Enfin, non, on n'est pas la presse. Mais... voilà, que ce soit la presse, que ce soit oui, effectivement Canal Pourpre, vous l'avez dit, vous essayez d'organiser des débats contradictoires. Bien évidemment, alors c'est vrai qu'il faut le caler dans un agenda qui est serré. Je réponds le plus possible, je l'ai dit tout à l'heure, l'ACAPEB organise un débat contradictoire avec les différents candidats la semaine prochaine. Bien évidemment, je vais y aller. Les jeunes agriculteurs FDSEA organisent aussi un débat. Alors en soirée, là, ça va être un peu compliqué parce que c'est un soir de réunion. Mais j'espère pouvoir être là à l'heure, sinon avec un peu de retard, mais j'y serai.
Bon, malheureusement, les commerçants de Port-Sainte-Foy, de Sainte-Foy du pays foyer, organisés aussi, mais à un horaire vraiment un soir ou de Villefranche de Longchamp, même pas. Je crois que je serai à Montferrand du Périgord ce soir-là, donc là, voilà. Et oui, c'est une grande circonscription. Donc, voilà, c'est ouvert. En plus, c'est ouvert, et c'est tellement ouvert parce que vous l'avez vu, beaucoup de réunions vont être sous des halles. Donc c'est très ouvert. C'est souvent ouvert des 4 côtés. Symboliquement, voilà, c'est l'ouverture. Et puis c'est une façon aussi de valoriser le patrimoine local. Et puis c'est souvent au centre du village. Donc c'est ce petit côté aussi agora et discussion ouverte qui est intéressant, quoi. Voilà, vous savez, c'est l'arbre à palabre en Afrique. Ah, du coup, c'est votre côté bourgeois, les châteaux. Il n'y a pas de château, c'est des halles. Château, Soussignac et... Ah, mais après, c'est le patrimoine. C'est notre patrimoine. C'est notre patrimoine. Voilà, donc c'est notre patrimoine. Ça fait, qu'on soit clair, le patrimoine en Dordogne, c'est important parce que l'activité touristique aussi est quand même notre première activité économique. On aura une réunion sur le sujet, c'est quel tourisme on veut développer. On peut avoir un tourisme avec des super complexes complètement artificiels qui attirent du monde et qui n'ont aucun lien avec le territoire, qu'on pourrait faire n'importe où. Où on peut avoir... Tu parles pas de Lascaux 4. Non, je ne parle pas de Lascaux 4. Voilà, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Voilà. Mais il y a Lascaux 4, mais après, on peut avoir justement autour avec Lascaux 4, mais aussi sur ce territoire, on peut faire une semaine de vacances ici, en Bergeracois, et avoir chaque jour quelque chose à faire, à les visiter. Vivre notre rivière, qu'on soit clair, je le sais puisque ayant eu un gîte rural, j'avais eu des demandes de touristes, entre autres espagnols, qui arrivaient et qui disaient « Faites-nous un programme pour une semaine à moins de 40 km autour ». Je l'ai fait. Et je leur ai dit, quand je leur ai tendu, je leur ai dit « Vous fera revenir une semaine encore de plus ». Parce que pour une semaine, j'avais été obligée de choisir 40 km le rayon. Donc on peut largement, mais ça suppose effectivement encore beaucoup de liens à tisser. Justement sur le tourisme, qu'est-ce que vous comptez faire pour le Bergeracois, pour le développement? Alors attention, qu'est-ce que vous comptez faire apporter comme projet? Voilà, moi je vous dis, je suis parlementaire. Je suis parlementaire. Les parlementaires, ils font d'abord la loi. Mais je crois qu'on peut aussi initier justement des projets de développement en lien avec un territoire. Et c'est pas plus pour le tourisme que pour l'alimentation, que pour la production énergétique, que pour la production industrielle. Mon message, il est toujours le même. Il est restons en cohérence avec notre territoire. Voyons qu'est-ce que nous avons sur notre territoire, qu'est-ce que nous pouvons valoriser. J'ai parlé tout à l'heure de la forêt. D'ailleurs, le lundi de la députée qui m'a donné finalement après l'idée pour cette campagne de faire sous des halles, le thème tourisme a été abordé lors de lundi de la députée sous la halle. Où est-ce qu'on était? Dans la région de Ville-en-Blas, c'était à Saint-Georges-de-Montclar. Saint-Georges-de-Montclar. À Saint-Georges-de-Montclar. C'est pas Ville-en-Blas, Saint-Georges. C'est pas? C'est l'ancien canton de Ville-en-Blas. Ah oui. C'est l'ancien canton de Ville-en-Blas, oui. Oui. Saint-Georges-de-Montclar, village magnifique. Au milieu de la forêt des Dordogne. Eh bien oui, on a des choses à faire. Les sentiers de randonnée, la vallée verte, la voie verte, oui, voilà. Bon, voilà, des choses comme ça qui donnent un sens, où on peut faire de l'écotourisme. L'écotourisme, le no-tourisme. Et il n'est pas interdit de penser que le no-tourisme et l'écotourisme peuvent se marier ensemble. Parce que effectivement, la valorisation de notre territoire passera... Contrôle policier sur les routes.
D'où le nouveau nom de votre parti, œnologie des vins. J'y avais pas pensé, mais je le suggérais. Tu disais? Je dis qu'il ne faut pas trop de contrôle d'alcoolémie quand on fait de l'œnotourisme. Si, je pense que... Alors ça, ce n'est pas du tout en opposition. Et pour avoir fait déguster des vins, pour avoir proposé des vins à la dégustation, déguster n'est pas boire. Oui, c'est vrai. On peut déguster, cracher, on peut aussi en avaler un petit peu. On reste dans les normes, on va rester dans les normes. Non, non, mais c'est une plaisanterie qui m'amène à apporter une réponse. Aimer le vin, ce n'est pas être alcoolique. Malheureusement, l'alcoolisme est un fléau qui demeure. Mais pas seulement en pays viticole, vous allez remarquer, si vous faites un petit peu de travail de recherche, vous allez voir que malheureusement le fléau de l'alcoolisme demeure, et demeure surtout dans des régions où il y a des problèmes d'emploi, où il y a des problèmes sociaux, donc, et ce n'est pas lié avec la production de vin, loin de là. Et d'ailleurs à tel point que c'est d'ailleurs dans les régions non viticoles que l'alcoolisme est le plus fort. Alors ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas en région viticole bien sûr, mais voilà, donc ça n'est pas du tout lié. Est-ce que comme Christophe vous défendez quand le bilan quinquennat avec Goulet? Ah oui, absolument, mais qu'on soit clair, j'ai voté un certain nombre de lois. Celle sur la santé, sur l'éducation, j'ai voté les budgets. Oui, la plupart, de toute façon. Les budgets. Je me suis opposée à un certain nombre de lois, celles concernant notamment l'état d'urgence, parce que je considère, alors pas la première fois, hein, qu'on soit très clair, l'état d'urgence, par définition, c'est un moment d'urgence. Et on s'était donné du temps pour que les lois qui ont été travaillées par la suite permettent de s'adapter à une situation qui est une situation difficile. Le terrorisme, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mais le terrorisme, il va se combattre aussi par notre politique étrangère, par notre intervention, par la diplomatie, par tout ce travail qui est aussi, à un moment donné, de prendre des décisions fortes. Vous le savez, je suis fortement engagée dans le combat pour la Palestine, pour le droit à cet État d'exister à côté de l'État d'Israël. Vient de sortir un rapport que je n'ai pas lu malheureusement parce que j'ai reçu hier soir, mais qui dit clairement qu'en Palestine, on est en situation d'apartheid. Donc je m'apprête, j'ai écrit à ma collègue Danielle Roy, qui est encore députée et donc présidente de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale, pour lui dire je pense qu'il faut que nous fassions un courrier ensemble au président de l'ONU. Parce qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas laisser passer. Et qu'à force de laisser passer au bout de 70 ans des sujets comme cela, eh bien on favorise des situations qui aboutissent à des situations de terrorisme. Donc, je dis clairement qu'on doit combattre le terrorisme. Ça se combat de plusieurs façons. Mais l'état d'urgence maintenu au-delà de ce qui est raisonnable, je ne l'ai pas voté. Il y a des choses sur lesquelles je me suis opposée. La loi travail. Nous n'avons même pas pu nous exprimer dans l'hémicycle sur cette loi. Il y a eu 2 moments à l'Assemblée nationale où le 49.3 a été utilisé par le gouvernement. Il y a eu la loi Macron, puisqu'il semblait, pour utiliser le 49.3, c'est qu'il se disait, il y a un risque que ça ne soit pas voté. Donc il avait un doute sur sa majorité. Mais il y a eu le débat. Il y a eu le débat, on a fait avancer ce texte le plus que nous avons pu pour répondre à des demandes qui étaient exprimées par les citoyens. Le gouvernement n'a pas souhaité le mettre au vote.
Il n'a pas été donc... mais il y a eu un débat. Le texte a évolué. Vous remarquerez qu'à ce moment-là, un certain nombre de mes collègues parlementaires ont porté des motions de censure. Je n'ai pas souhaité signer à ce moment-là en disant « il y a eu le débat ». C'est un droit du gouvernement, le 49.3. Par contre, sur la loi travail, si j'ai signé cette motion de censure, ce qui m'a été reproché par certains de mes collègues, pas de mes collègues de mon groupe parlementaire, mais clairement de la majorité, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de débat. Et ça, je ne l'accepte pas. Je considère que nous sommes élus pour être représentants des citoyens. Ça ne faisait pas partie des engagements de François Hollande, bien au contraire. Donc, là, on a franchi une ligne qui n'est pas acceptable. Et je poursuivrai de cette façon-là. Je ne serai jamais une béné-oui-oui à l'Assemblée nationale. Jamais. Voilà, donc clairement, oui, mais voilà, bon, après, il y a beaucoup de lois sur lesquelles j'ai eu de grandes satisfactions de porter et de m'investir dans dans plusieurs projets de loi. Ça a été la loi Allure, ça a été la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, pour lesquelles... la loi NOTRe, je me suis peu investie. D'abord, la commission des affaires économiques n'était pas saisie de ce texte, et puis on avait d'autres textes. Il y a aussi ça, hein, beaucoup trop de lois en même temps qui ne permettent pas de s'investir clairement sur ces sujets, sur tous les sujets. Mais par contre, ayant été interpellée, je l'ai dit tout à l'heure, par un certain nombre d'élus au niveau local, j'ai assisté à des réunions qui étaient organisées par les élus, les maires locaux. J'ai répondu à leurs questions et d'ailleurs, immédiatement après, j'ai posé une question au gouvernement sur le sujet en disant attention, les maires, en particulier dans le milieu rural, veulent garder leur place entière. Ils jouent un rôle important. Ils sont vraiment le lien social qui est important. Et qu'on ne me dise pas qu'ils sont trop nombreux ou que ça coûterait trop cher, qu'on soit clair. Il y a beaucoup de conseillers municipaux et de maires élus, parce que vu leurs indemnités, qui font du bénévolat. Le jour où on remplacera le travail qu'ils font sur le terrain, de lien social, hein, très souvent, mais aussi de gestion locale, hein, d'aménagement du territoire, par du personnel administratif, le service ne sera plus là, pas le même, en tous les cas, ne sera pas le même, et le coût sera plus important. Et comme on veut toujours réduire le nombre d'agents administratifs de l'État, et bien au bout d'un moment, il n'y en aura carrément plus. Voilà. Donc, je dis clairement, la présence des élus locaux est importante sur les territoires, et donc j'ai interpellé le Premier ministre, ou d'ailleurs non, le ministre de l'Intérieur qui est devenu Premier ministre après, M. Valls, sur le sujet. Je me suis beaucoup investie par contre, et ce n'était pas ma commission, sur la loi pour le mariage pour tous. J'ai été meurtrie à ce moment-là, parce que j'entendais dans l'hémicycle. J'ai entendu des choses horribles. Et parce que le gouvernement avait fait le choix de ne pas avoir un temps limité pour cette loi, finalement, c'est nous, parlementaires, qui nous sommes privés de prendre la parole parce qu'il arrive un moment où il faut arriver au bout des débats. Au bout de 2 semaines, ça n'apporte plus rien. Mais beaucoup effectivement, d'interventions n'apportaient pas grand-chose, je dirais même... on montrait l'être humain dans tout ce qu'il peut. Voilà. Non, c'est pas une question liée à la campagne. Je ne sais pas si vous avez terminé votre propos, mais le hasard fait que le tribunal de police rendait son jugement aujourd'hui dans l'affaire des dégradations
suite au dépôt de fumier et au jet de... Ah bon, donc je ne savais pas ce qu'il le rendait aujourd'hui. Et 2 agriculteurs ont été condamnés à 1 000 € d'amende avec sursis. Qu'est-ce que vous avez une réaction à ce jugement? J'ai pas apporté de réaction particulière. D'abord parce que je ne me suis pas du tout porté partie civile dans cette affaire, très clairement. Je ne me suis pas porté partie civile. Je ne sais pas si on se porte partie civile au tribunal de police, cela dit. Oui, Au absolument. tribunal de police aussi. Absolument. Et vous poserez la question à la procureure qui dit clairement non, mais. Enfin, voilà quoi. Oui, c'est elle qui a porté plainte. Oui, c'est elle. Voilà, moi j'ai porté plainte. Eu égard, enfin, qu'on soit clair, les gens qui vivent dans la rue, les gens qui vivent, je dirais, carrément dans le bâtiment, qui ont vu la porte obstruée, qui avaient une peur pas possible, parce que 1 an avant, ils avaient eu un incendie, et tout de suite, ils ont eu peur de ça. Ils ont dit, comment on fait pour sortir? Comment on fait? Ce sont des personnes âgées. Dans la rue, il y a des commerçants qui souffrent tout autant. Ça, je peux vous le dire, je les ai reçus plusieurs fois. Qui souffrent tout autant que les agriculteurs. Ma porte est toujours ouverte. On a toujours pu venir me voir. Donc, voilà, quoi. Moi, je n'ai pas apporté de jugement sur sur une décision de justice qui, de fait, a été prononcée, mais voilà, moi je ne me suis pas portée partie civile. Moi c'est fini. C'est fini. Merci en tout cas. Merci à vous. Ouais, merci. Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile.